Vous dire, alors moi c'est Marion Lambert, je suis chargée de communication chez Equipop, qui est une association de solidarité internationale féministe, et que vous avez déjà vu pendant une formation sur les luttes féministes et que vous reverrez ensuite par la suite à Marseille, si je me trompe pas. Je vais m'arrêter là sur ma présentation pour gagner un petit peu de temps et laisser la parole à Intisar qui anime avec moi cette formation. Je vais mettre la caméra rapide à tous. Pour ma part, c'est Intissa Jbera. Je suis directrice de production, directrice artistique et brand content manager au sein d'une agence. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans les médias divers, donc télé, cinéma, radio, et depuis 8 ans dans le digital. Et ça me passionne beaucoup d'accompagner en fait les différents annonceurs. Ou institutions ou autres dans les récits visuels et les stratégies de contenu, avec une attention particulière portée aux représentations, aux voix marginalisées et à l'impact culturel des médias. Alors aujourd'hui, Je- on va vous parler du coup de communication inclusive pour vous expliquer un peu le programme de ces 2 heures, même un petit peu moins parce qu'on a commencé un peu en retard. On va essayer de rentrer dans les temps. On va passer 10 petites minutes sur une introduction, vraiment histoire de donner une définition et un peu de contexte. On enchaînera ensuite avec une partie pour vous outiller, pour vous donner des conseils sur comment est-ce qu'on met véritablement en pratique une communication inclusive. Et on finira par un temps de cas pratique pour entraîner votre œil et vos réflexes aussi et entendre vos conseils en termes de communication inclusive. Pendant toute la durée de la formation, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous présenter même vous-même dans le chat, à réagir dans le chat. Et il y aura des temps où on vous encouragera à prendre la parole aussi. Et en dehors de ces temps-là, si c'est possible, de bien faire attention à fermer vos micros pour qu'on fasse attention à nos sons de fond, chacun et chacune. Donc, commençons par cette introduction. D'abord, pour vous donner une définition un peu basique de ce que ce serait que la communication inclusive, ce serait vous dire que c'est une communication déjà qui est accessible, qui est respectueuse et représentative de toutes les personnes. Donc, quelle que soit leur identité, quel que soit leur genre, leur diversité ethnoculturelle, leur âge, leur orientation sexuelle, leurs origines, etc. Et au-delà d'être accessible et respectueuse et représentative, c'est une communication qui est engagée, qui a pour objectif aussi de changer les perceptions et de lutter contre les discriminations. Pour vous donner euh, on voulait vous parler d'une petite expérience qui a été menée en 2008 par Marcus Brouwer et Michael Landry. Ces deux personnes, elles ont fait une enquête et elles ont posé des questions à des gens en leur demandant de citer, de nommer un artiste, un héros, un candidat au poste de Premier ministre ou un professionnel d'un secteur ou d'un autre. Et elles ont aussi, ces personnes ont aussi demandé de nommer, par exemple, un et une artiste, un héros et une héroïne. Et les résultats sont assez frappants parce qu'on se rend compte que quand on n'utilise que le masculin, ça va surtout parler Je sais que pour les anglophones, ça marche pas parce que les mots sont neutres, mais en tout cas, dans les langues genrées, on se rend compte que quand on n'utilise que le masculin comme neutre, et ben, on a des réponses. Enfin, le masculin n'est pas si neutre que ça parce que on a des réponses qui vont donner des noms d'hommes. Alors que si on utilise et le masculin et le féminin, on va monter à 43% dans l'enquête de termes de réponses féminines, de réponses de femmes, de personnes femmes. Voilà, donc ça c'était pour vous juste donner un exemple de en quoi la communication, les mots qu'on utilise, la façon dont on parle, elle a un impact sur la façon dont on est compris et sur les représentations euh, qu'on va véhiculer. La communication, en fait, c'est politique. Ça va permettre
soit véhiculer des stéréotypes, soit à l'inverse, d'informer sur des enjeux d'égalité et de promouvoir l'égalité de façon volontariste. Donc, se poser la question de la communication, c'est une démarche déjà politique et importante. Je vais laisser la parole à Intisar pour vous donner un petit constat, un petit état des lieux justement de est-ce que la communication de manière globale et en tout cas sur le cas du Maroc est inclusive ou pas aujourd'hui. Effectivement. Donc ça, c'est juste quelques chiffres et quelques pourcentages que j'ai cherchés ça et là donc au sein de certains rapports et certaines études qui ont été faites par la ACA. La ACA, c'est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au Maroc. Donc c'est elle qui est chargée d'analyser un petit peu, euh, en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur ces médias qui sont quand même, il faut le savoir, un certain pouvoir, un certain médium entre les gouvernements et le peuple. Donc, c'est pour rappeler un petit peu toute l'importance de tout ça et toute l'importance de la communication audiovisuelle, visuelle. Et justement, cet espace médiatique, il est ouvert à qui? Donc, on peut le remarquer, on va les voir rapidement. Donc, sur 33 services audiovisuels, il y a 19% seulement de présence féminine. Les femmes ne représentent que 17% des sujets ou sources citées dans les contenus d'information. Bon, après, la moyenne mondiale est de 25%, donc bien évidemment, universellement, on est loin, mais il y a encore beaucoup de chemin. 35% de femmes journalistes contre 65% d'hommes. Et on peut le remarquer également donc, avec ce fameux male gaze qu'on appelle donc le regard de l'homme qui va s'intéresser plus à certains sujets que d'autres. Donc vraiment, c'est tout un cercle vicieux qui peut se mettre en place justement à partir de ce constat. Avec moins de 13% du temps d'antenne sportive qui est consacré aux femmes également. Ça, c'est pour la partie médias. Et dans le cinéma, donc, on retrouve seulement 8,8% de réalisatrices qui ont eu donc en l'espace de 10 ans 31 millions de dirhams d'avance sur recette contre 301 millions pour les réalisateurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous montre bien la présence des femmes dans l'espace médiatique qui est encore vraiment très très faible. Pourtant, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas actives dans la société. On peut les retrouver dans la politique, dans le sport, dans la culture. Ici, on peut remarquer, par exemple, dans la répartition des spots publicitaires, suivant donc les stéréotypes qui sont détectés et les personnages qui sont mis en scène, une majorité écrasante de femmes sont plutôt représentées dans tout ce qui est sexualisation et imperfection physique, parfois pour se moquer, faire de l'humour là-dessus. Elles sont beaucoup représentées aussi dans la vulnérabilité, dans la dépendance contre une majorité d'hommes qui sont plutôt dans le pouvoir et l'indépendance et la capacité de contrôle. Tout ce qui est lié au pouvoir est forcément masculin. Tout ce qui est lié à tout ce qui est faiblesse, vulnérabilité et dépendance, c'est forcément féminin. Et ces médias, de manière générale, qui invisibilisent des femmes ou qui renforcent justement ces stéréotypes de genre, ça crée ce cercle vicieux dont je vous parlais qui fait que moins on a de femmes dans les instances dirigeantes, par exemple, moins on a de visibilité médiatique, moins on a de modèles pour inspirer les générations futures. Donc, il faut obligatoirement, automatiquement actionner un certain nombre de leviers pour justement arriver à plus d'égalité dans les médias et qui vont servir justement de cercle vertueux, comme on dit, pour garantir l'égalité réelle. Euh, et c'est pourquoi on peut passer à la slide suivante, Marion, s'il te plaît, merci beaucoup, donc des leviers qui vont nous servir à plus d'égalité dans les médias, à savoir donc garantir l'égalité réelle à travers un cadre légal et des politiques publiques qui vont œuvrer pour le changement. Là, il y a eu l'intégration, par exemple, de enfin, l'égalité dans les textes de loi et les cahiers de charges des médias audiovisuels publics qui ont été votés en 2011. Et sans ça, justement, on ne se retrouvera pas avec des textes de loi qui vont carrément, même il y a des sanctions contre normalement tout contenu qui va discriminer la femme ou qui va être insultant envers le genre féminin.
Il y a eu aussi l'activation de politiques publiques comme l'adoption de stratégies nationales pour l'égalité, l'intégration du genre dans la gouvernance médiatique, ce qui permet justement euh, à la AK de pouvoir monitorer tout ça et réguler un petit peu tout ça avec ces fameux quotas, avec des rapports réguliers qui nous permettent d'analyser justement cette évolution et ces avancées en termes de parité, avec la création d'un comité parité au sein de 2M, qui est une des chaînes nationales. Et également donc euh, différentes campagnes de sensibilisation auprès de différents communicants pour sensibiliser justement toutes les équipes et autres professionnels du secteur, comme par exemple donc la création du trophée Tidila. Tidila, ça veut dire liberté, donc le trophée Tidila qui donne des prix pour une publicité plus inclusive. Euh, et euh, on verra ça dans la slide suivante. Il y a eu donc, en l'espace de 5-6 ans comme ça, une véritable avancée qu'on peut remarquer. D'ailleurs, Marion vous présentera une des pubs qui a reçu justement ce trophée Tidila et qui, je pense, n'aurait jamais vu le jour justement sans tout ce travail qui a été fait en amont et tout ce cadre légal qui a été posé qui permet un petit peu de réguler tout ça. Et par exemple, pour donner encore un exemple positif, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, euh, la CAN féminine, justement, au Maroc, a bénéficié d'une couverture médiatique pour représenter 54% du volume horaire total de 52 émissions. Et ça, c'est sûr que sans justement cette volonté et tous ces leviers qui ont été actionnés, ça n'aurait pas été possible et on l'aurait même pas vu sur le terrain, ce qui a permis justement un record qu'ils appellent donc record africain et monde arabe en affluence. Donc, il y a eu plus de 50 000 personnes qui sont déplacées au stade Moulay Abdallah lors de la finale Maroc-Afrique du Sud qui s'est déroulée donc à Rabat. Donc ça, c'est pour donner un petit peu les impacts positifs justement de ce type de politique publique qui permettent justement d'activer et d'actionner un petit peu tous ces changements sociétaux. Merci Nthissar. Euh, donc maintenant que vous voyez un petit état des lieux de bah, finalement on est sur quand même une tendance vers une communication qui n'est pas inclusive. On voit qu'il faut être proactif pour qu'elle le devienne et proactive. Et justement, cette seconde séquence, ce sont des conseils sur comment, individuellement ou dans vos organisations, vous pouvez avoir une démarche proactive pour avoir une communication plus inclusive. On va avoir, bah, déjà peut-être vous poser une petite question. Est-ce que vous voulez bien noter dans le chat, à votre avis, pour avoir une communication inclusive, il faut faire attention à quels aspects? Si vous pouvez mettre juste les numéros, est-ce que c'est un, deux, trois, est-ce que c'est plusieurs de ces éléments? Je veux bien que vous répondiez dans le chat. Donc, est-ce qu'il faut faire attention à la communication écrite, au visuel, à la communication orale, au contenu informatif eux-mêmes? Est-ce que la communication interne également rentre dans des aspects auxquels il faut faire attention? Alors, je lis orale et écrite. Est-ce que d'autres personnes souhaitent donner leur avis là-dessus? Mohamed dit tous les aspects sont importants. Visuel, la communication interne. Mais en effet, vous en avez cité des différents et la réponse c'est tous. Tous ces aspects-là sont importants. Il faut regarder tous les éléments de la communication, parce que si on écrit un message très inclusif, mais que le visuel lui-même donne des informations sexistes ou autres, ça fait que la communication n'est plus inclusive. Et en effet, la communication interne compte également, parce que c'est très bien d'avoir une communication externe inclusive et engagée, mais si ça ne suit pas en interne, euh,
ça veut dire que c'est pas sincère aussi comme démarche et que c'est que pour l'externe, donc tous les éléments sont importants. Et donc on va voir, nous, dans ces conseils-là, plusieurs aspects. Déjà, le niveau zéro qui est éviter d'avoir soi-même une communication qui participe aux oppressions. Le niveau 2 qui va être d'avoir une démarche qui va au-delà d'éviter d'avoir une communication excluante, oppressive, mais d'avoir justement une démarche engagée. Et enfin, on va passer vraiment 10 secondes sur des petites questions que vous pouvez aussi vous poser à vous-même sur comment comment vos équipes de communication sont structurées. Parce qu'on a bien vu aussi que euh, dans des espaces uniquement masculins, on peut passer à côté de la prise en compte d'enjeux féminins. Et inversement, enfin ça va pour les éléments qui forment les identités. Donc pareil, si on n'a que des personnes qui vont être expertes euh, je sais pas, mais qui vont que des personnes blanches qui vont peut-être avoir des billets aussi racistes dans leur communication. Donc il y a aussi ces enjeux en termes de structuration. Je passe, je te laisse la parole, Intisar. Et on va vous montrer aussi des exemples à chaque fois, donc c'est parti. Avec ces magnifiques visuels. Donc ça, on va commencer avec des exemples de capture de capsules 2D. Alors, et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant de voir un peu des exemples de pubs ou de capsules 2D. Parce que c'est assez symptomatique en fait. Tout ce qui est pub, ce sont des spots assez courts. Donc, on va vite se servir de clichés, d'images et de narrations assez faciles à digérer pour justement faire passer leur message commercial. Et c'est ce qui fait que généralement, les pubs, on y retrouve vraiment une quantité assez phénoménale d'images clichés, de stéréotypes de genre, etc. De la même façon, les capsules 2D, un petit peu de contenu explicatif, didactique, vont se servir un petit peu de cette image un peu très schématique, très simple à comprendre par seulement le visuel qui va servir un petit peu comme une sorte d'infographie pour illustrer, pour représenter un petit peu ce qu'on a envie d'expliquer. Mais comme on sait, les illustrations ne sont pas anodines. Donc, sous couvert d'efficacité, on peut se retrouver carrément comme ici, et je pense que vous l'aurez remarqué, hein, c'est assez frappant. Euh, on va exclure tout simplement 50% de la population mondiale qui sont les femmes. Pourquoi? Bah, parce que l'image du home, en fait, on est en train de représenter une image d'un groupe de personnes au sein d'une entreprise, par exemple, qui sont en train de faire une réunion, et pas une n'est une femme. Il y a 6 personnages, donc 6 personnages masculins. Et ça a l'air voilà, de pas déranger, du moins le graphic designer qui a créé justement cette planche et tout cet univers. Et parfois, on peut se balader. Au gré des créations, des storyboards, etc., sans qu'il y ait une seule femme à laquelle on aurait pensé pour justement la représenter, l'illustrer. De la même façon, quand on est dans des capsules 2D historiques, on va raconter un petit peu, par exemple ici, on est en train de remonter à peut-être la préhistoire, etc. Ça coule de source que pour eux, ben, en fait, il y a que des hommes qui à ce moment-là existaient, ce qui n'est pas possible, clairement. Les femmes existaient, elles participaient aussi, donc c'est pas parce que c'est historique qu'il va falloir exclure les femmes, au contraire. De la même façon, quand on représente, par exemple, sur l'image de droite, un groupe de personnes et qu'on va les représenter un petit peu comme des silhouettes, sans rentrer dans trop de détails, et ben, même ces silhouettes-là, en fait, on va faire l'économie justement de créer des silhouettes différentes, de formes différentes, de genres différents. On va créer une seule silhouette qui est standard pour eux, et donc il va être une silhouette d'homme, et ils vont mettre ça vraiment et le dupliquer sans se poser la question de est-ce qu'ils sont pas en train d'exclure justement les femmes de réunion, de l'histoire et de justement, c'est par exemple, ça c'était une manifestation, donc les femmes aussi participent à ce genre de manifestations dans la rue. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont exclues à partir du moment où on commence à les représenter, à les illustrer, à les dessiner?
Donc ici, on peut remarquer aussi que quand elles sont présentes, parce que là, les premiers exemples sont assez. On va commencer avec les plus, on va dire, les plus choquants pour moi. Et puis par la suite, voir un peu dans les détails. Même quand on représente en fait les femmes, il faut faire attention à la façon dont on les représente. Et ici, si vous aurez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué la différence entre l'attitude des deux images du haut, des femmes vs les hommes, comment ils sont représentés, leur posture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, si vous voulez le partager dans le chat? Et là, c'est assez intéressant de voir quand il y a un groupe de personnes qui sont représentées, on peut voir la différence. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais justement, en fait, les femmes ont les bras croisés, ont des attitudes fermées, sont dans des attitudes passives assez souvent. Tandis que les hommes sont, eux, représentés dans des attitudes ouvertes, en action, avec des objets, et généralement, on les représente, voilà, qui occupent de l'espace, qui prennent de la place, pendant que les femmes se font toutes petites dans ce type d'espace. Donc, ces attitudes de faire croiser les bras systématiquement au personnage féminin n'est pas anodin non plus. Ce sont des choses qu'il va falloir justement questionner quand on dessine, quand on représente, quand on illustre ou quand on travaille justement avec des équipes qui font ça et qu'on a un regard justement pour pouvoir accompagner les créations et pouvoir représenter les choses d'une façon beaucoup plus inclusive et juste. Euh, si on peut retourner juste à l'image avant, Marion, pardon. De la même façon, par exemple, l'image du bas, rapidement, pour parler aussi des capsules de sensibilisation. Généralement, on pourrait être tenté pour des capsules de sensibilisation, de vouloir montrer donc des personnages féminins, mais dans des attitudes, voilà, où elles sont tristes, où il y a tout le poids d'une société qui pèse sur leurs épaules, euh, dans un côté un peu où on va ancrer encore plus, malheureusement, cette image de passive ou bien de victime. Donc là, il va falloir faire également attention, à mon sens, dans les capsules de sensibilisation pour éviter justement de figer cette identité ou ce rôle de victime, on va dire, pour ne pas justement renforcer les imaginaires négatifs à propos de ça et privilégier justement les représentations, comme on dit, empowerantes et de montrer des femmes qui sont actrices du changement, qui sont compétentes, qui sont autonomes et qui, malgré justement les difficultés dont on peut parler pour faire de la sensibilisation, garde la tête haute et c'est justement ce qu'on appelle le choc et preuve à l'appui, donc assez contre-productif parce qu'il peut créer une sensation de rejet et il favorise encore plus cette image un peu négative et de rôle de victime. Et donc, ça rend pas le message plus efficace. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci. Euh, donc, pour justement éviter d'avoir une communication qui participe aux oppressions, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de comment est-ce que je représente les différents personnages que j'ai, leur attitude, leur position, leur regard. Est-ce qu'il est affirmé? Est-ce que c'est une personne on va représenter dans la fragilité ou pas? Pourquoi? Et poser la question de l'environnement. Pourquoi est-ce que les femmes sont cantonnées très souvent dans des intérieurs, alors que les hommes sont plus représentés à l'extérieur, par exemple? Leur place sur l'image, ne pas les reléguer, par exemple, sur les côtés ou en background. Elles peuvent avoir aussi des places centrales et être un peu disséminées. Quand on représente une foule où on dissémine un petit peu partout des hommes et des femmes comme dans la société au final. Et il faut se poser également la question sur les interactions entre les personnages, la façon dont qui est-ce qui va être le meneur, qui c'est qui va être suiveur, et les activités exercées, par exemple, quand on veut représenter, par exemple, des métiers ou des actions, des activités diverses et variées, le type de tâches, ne pas cantonner sur certaines tâches
comme le ménage ou autre, que aux femmes. Il y a des hommes aussi qui peuvent y prendre part. De la même façon, se poser la question des couleurs. Pourquoi est-ce qu'on est que sur une seule note de couleur et on représente tous nos personnages avec cette palette-là, alors que on sait bien, on a des couleurs tous différentes. La texture des cheveux également, c'est pas parce qu'on va représenter tout le temps ou avoir des créas ou des personnages, des caractères types qu'on va piocher un peu ça et là, qui vont avoir les cheveux raides ou lisses, que tout le monde doit avoir les cheveux lisses. Il faut créer aussi des personnages qui vont avoir les cheveux bouclés ou autres. Donc vraiment, c'est la communication inclusive, c'est une façon de représenter toutes les types de personnes avec toutes leurs différences, leurs particularités pour pouvoir représenter vraiment tout le monde. D'ailleurs, si Marion, tu as quelque chose à ajouter, n'hésite Non, pas. je pense que tu es hyper complète. Je suis... Justement, je pense que niveau timing, il faut qu'on fasse attention comme on a commencé un petit peu en retard. Mais non, je trouve que là, tout ce que tu as dit, c'est super et je n'ai rien à ajouter. Top. Top. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de développer ce type de réflexe et d'équilibrer donc le nombre de femmes et d'hommes sur les photos, sur les vidéos, dans les prises de parole, pour justement éviter de tomber dans ces travers-là et toujours donner la parole aux personnes concernées en premier pour leur permettre eux-mêmes ou elles-mêmes de s'identifier, de parler d'eux-mêmes. On peut passer à la slide suivante et là, on va voir un petit peu des bonnes pratiques. Comme on a vu des exemples de capsules 2D, on voit aussi les bonnes pratiques en 2D. Donc là, on a la représentation d'une femme qui fait la tboreda, donc c'est un sport équestre marocain. Donc, c'est pas parce que c'est un sport équestre que c'est forcément un homme qui le fait. De la même façon, en haut à droite, vous avez par exemple une palette de personnages qui a été créée comme charte graphique une des capsules sur lesquelles j'avais travaillé et sur lesquelles on avait fait une attention, on avait porté une attention particulière sur les différents personnages, les différentes couleurs de peau, les différentes textures de cheveux et même les personnes qui portent le voile ou pas pour représenter vraiment toutes les diversités qu'on peut retrouver dans la société. Et de la même façon, c'est le personnage qui a plutôt la peau foncée, qui est personnage central de cette capsule. Et vous pouvez remarquer en background que les silhouettes sont des silhouettes d'hommes et de femmes, et que les femmes, dans l'image en bas à droite, sont aussi, prennent part à l'action au sein de leur entreprise. Ça, c'est une réunion où elles sont voilà, en action et deux femmes, deux hommes en train de discuter d'un projet. Un autre exemple concernant la prise de vue, par exemple à gauche, ça peut être une image prise du Parlement marocain, par exemple, où on ne vous verrez que des hommes. Et il suffit en fait de se placer avec un angle beaucoup plus large pour justement représenter les hommes et les femmes qui sont au sein du Parlement. Donc là aussi, il est important de penser justement à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour pouvoir pour pouvoir prendre une image beaucoup plus englobante. Quand vous faites par exemple des captures, des prises de vue dans la rue ou autres, de foule, etc., pensez justement à ce genre de réflexe pour pouvoir représenter la diversité. La slide suivante. Merci. Et c'est un exemple, ça, c'est une championne olympique, Marie-Josée Pérec, qui, des Jeux olympiques, a gagné la première médaille d'or d'athlétisme pour la France. Et malheureusement, que ce soit la une de Libération et la deuxième image, quand on la voit de dos, ça a été la photo qui a été choisie pour faire la une de l'équipe un journal français, donc de sport. Là, on voit que les journalistes ont décidé de euh, capturer donc l'athlète de dos, tout simplement parce que ses fesses étaient jolies. Ça, c'est même la raison qu'a donné le journaliste, parce que Marie-Josée Pérec l'avait contacté pour ça. Donc, pensez également à ne pas
chosifier, sexualiser les athlètes. C'est une sportive qui a besoin d'être représentée de face, souriante, conquérante, avec sa médaille autour du cou et non pas de dos, juste pour représenter enfin, son derrière, quoi. Donc, c'est toutes les questions de choix de prise de vue, de choix d'angle qui sont importants à questionner et à penser de sorte à ce que ce ne soit pas discriminant pour les femmes. De la même manière, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, oui ou non, est-ce que cette communication, elle est inclusive? J'attends vos oui et vos non. Et vous pouvez dire pourquoi si vous voulez. On a un premier non. Est-ce que vous êtes d'accord, tous et toutes? Un deuxième non. Et ben, en effet, là, on est quand même sur une publicité qui est stigmatisante, qui stigmatise les poils naturels, qui les associe à quelque chose de piquant, qui associe aussi la femme à une plante. Donc, on est quand même assez loin dans une objectification et un irrespect envers les femmes, et ça vient renforcer aussi des injonctions. Euh, le, ça vient stigmatiser en fait les femmes qui ne voudraient pas forcément s'épiler. Donc on est sur une pub qui est un très mauvais exemple de communication. Et ici, est-ce qu'on est sur des bons exemples ou des mauvais exemples? Ah, je vois pourquoi le cactus. Oui, et respect envers les femmes. Pourquoi le cactus? Bah, c'était sûrement pour vendre plus de d'épilation, ils viennent justement dire aux femmes qu'elles sont piquantes avec leurs poils et qu'elles peuvent faire mal avec leurs poils. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment un- une intention qui n'est pas louable en termes de représentation du corps des femmes. Et du coup, là, ces nouveaux exemples, on est sur, encore une fois, des visuels qu'il faut absolument éviter, parce que c'est des visuels qui viennent renforcer le sexisme. À gauche, c'est un visuel qui érotise la violence en plus. C'est pour vendre des vêtements, donc c'est quand même assez problématique. Et à droite, on est sur une publicité pour un opérateur de télévision qui met des logos sur le décolleté d'une femme. Le rapport entre la télévision et le décolleté de cette femme n'est pas très clair, donc on est sur du pur sexisme aussi et une objectification, donc le fait de faire des femmes des objets et une sexualisation des femmes absolument non nécessaire pour ce type de publicité et pour plein de types de publicité d'ailleurs. Et donc, on a pas mal passé de temps sur les visuels, les représentations visuelles, et comme on l'a vu dans la petite expérience dont je vous parlais en introduction, il y a aussi le langage, et comme vous êtes plusieurs à l'avoir dit, le langage qui soit oral ou écrit. Le langage, il vient structurer notre pensée, et les mots qu'on va choisir vont soit favoriser l'égalité, euh, soit justement renforcer ou continuer à maintenir des inégalités. Utiliser un langage inclusif, c'est lutter contre les discriminations et visibiliser les femmes, notamment les femmes, parce que on va le voir, le choix du langage peut permettre d'être inclusif au sens large également. Donc nous, ce qu'on aurait comme conseil, c'est dans les langages qui sont genrés, de jamais utiliser le masculin comme neutre, de systématiquement utiliser le féminin et le masculin et d'utiliser une écriture ou un langage inclusif. Il y a plein de manières de le faire. Ça peut être, vous l'avez peut-être déjà vu, utiliser des points médians. Acteur.ris.s, par exemple. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette formulation, il y en a d'autres. Ça peut être de dire les acteurs et les actrices ou les directeurs et les directrices se sont réunis. Et il y a une troisième possibilité qui est d'utiliser des mots qui, eux, sont vraiment neutres. Euh, Par exemple,
Donc ça s'appelle les termes épicènes. Quand on dit les personnes, eh ben, on voit autant des femmes que des hommes. Quand on dit l'électorat, on voit autant des électrices que des électeurs. Ça, c'est vraiment quand on voit enfin, les artistes à la place des danseurs. Les mots épicènes, c'est des mots qui sont hyper pratiques pour être très inclusifs. Et je vous encourage à prendre le réflexe de, d'avoir sa liste de mots épicènes pour justement se faciliter la vie et être inclusif sans même alourdir le langage. Et quand ces termes n'existent pas, alors qu'ils existent quand même assez souvent, vous pouvez utiliser et le féminin et le masculin. Sur le langage également, peut-être là sur une habitude aussi à prendre, on remarque que quand on parle d'hommes, on va avoir tendance à dire à la fois leur profession, leur prénom, leur nom de famille. Par exemple, le docteur, euh, j'ai pas d'exemple en tête, mais avec nom et prénom. Et souvent, quand on parle de femme, on va dire juste le prénom. Donc aussi avoir une réflexivité sur comment est-ce qu'on présente les gens et se dire, bah, si dans une pièce, je présente un homme par et son poste, et son prénom, et son nom de famille, j'essaye de faire la même chose pour les femmes. Ici, autre exemple, est-ce que vous pensez qu'on est sur de la communication inclusive ou pas? J'attends vos réponses dans le chat. Merci, je lis pas tous les commentaires, mais merci de les partager. N'hésitez pas à lire les commentaires de vos camarades dans le chat. Donc ici, on est plutôt sur quelque chose de d'inclusif ou pas? J'attends au moins deux réponses. Ryan nous dit, je pense que oui, parce qu'une autre personne souhaite. Soufiane, non. Et d'un autre côté, Amalia dit, ça reste assez genré. Ah bah c'est hyper intéressant. Je veux bien que... Moi, j'étais plutôt d'avis que c'était plutôt inclusif dans le sens où ça représente euh, des femmes et des hommes dans des métiers euh, où d'habitude ils sont pas représentés. Et il y a une utilisation de l'écriture inclusive. Je trouvais que ça allait plutôt à l'encontre des stéréotypes, mais si vous avez des axes d'amélioration, euh, je suis hyper intéressée. Euh, je peux? Oui, bien sûr. Alors en fait, je sais, bah, peut-être que j'ai pas bien compris, mais en fait, en tout cas, moi, ce que je trouve pas très inclusif, c'est juste. Après, je sais pas, la campagne, c'est pourquoi exactement, mais genre le choix des métiers, c'est souvent des métiers qui sont bah, plutôt genrés, genre la cuisine pour les femmes et je sais pas, et l'assistance sociale, enfin. Bah, souvent, l'assistance sociale, c'est ramené. Ah oui, bah, c'est une bonne critique. Bah, c'est vrai que ça dépend aussi des cultures. Parce que, par exemple, en effet, il a montré une femme en chef. Ça pourrait être. C'est que souvent, les chefs, notamment de restaurants euh, très, très. Comment dire? Très connus, avec de la haute gastronomie, etc. C'est très souvent des hommes qui sont montrés. Et les femmes, on va les mettre dans des rôles de cuisine plus traditionnels. Mais en effet, ça dépend aussi des cultures, parce qu'il y a... Donc, ce n'est pas forcément adapté. Et là, c'est hyper intéressant aussi parce que, bah, pour le coup, montrer une femme chef cuisinière, ça, c'est une campagne française. En France, c'est plutôt progressiste, alors qu'à l'inverse, ça pourrait venir renforcer des stéréotypes dans d'autres pays. Donc, ça vient donner aussi un autre aspect. Merci beaucoup. J'ai pas vu le prénom. Comme je partage l'écran, j'ai pas vu le prénom de la personne qui a participé, mais merci pour la participation. Donc il y a aussi la question, il n'y a pas que la question du genre, il faut croiser cette question-là avec d'autres et je te rends la parole, Intisar. Effectivement, alors la question de la communication inclusive dans tout ce qui est écrit et
à partir du moment où on s'adresse à une cible, on utilise un média pour transmettre un message, l'idée, c'est d'être compréhensible par le public qu'on vise. Et ça, c'est vraiment pour rappeler vraiment de ne pas imposer, par exemple, des langues comme le français ou l'anglais, si jamais notre contenu est à destination de publics à majorité, soit arabophone ou bien amazighophone ou swahiliphone ou autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'inclure les langues qu'on dit vernaculaires, donc populaires, les dialectes, là où justement on peut transmettre de l'émotion, de la compréhension et adresser un discours qui va être compréhensible par la majeure partie de la population. Et pour éviter justement de participer à l'élitisme, on va dire, linguistique et d'atteindre réellement les publics qui pourraient avoir besoin de ce type de contenu. Je pense par exemple à des pages, par exemple, sur le sexisme ou sur les féminicides ou autres, des pages marocaines qui vont écrire leur contenu, par exemple, en français. Ça, il va falloir faire un effort également pour traduire un petit peu tout ce contenu. Si la personne qui crée justement tout ça n'est pas à l'aise avec l'arabe, même pour l'idée de l'arabe ou l'amazigh d'ailleurs, pour transmettre justement ça à la population qui serait intéressée par ça. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Excusez-moi, Et oui, je voulais juste voir si c'était possible de faire une petite pause pour Colette de 5 minutes pour qu'elle puisse un peu boire et reprendre, si ça vous dérange pas. Aucun ah oui, bien problème. sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Colette, is it okay for you? Ok. On se donne rendez-vous du coup dans 4-5 minutes. Dans 5 minutes, ouais. Mm. Ok, parfait.
Est-ce qu'on est prête à reprendre? Alors, j'attends que... Enfin, je vois pas Colette réapparaître sur son écran. Ah si, c'est bon, elle est là. Parfait, on peut Trop reprendre. chouette. Top, très bien. Donc, on reprend sur de l'importance de s'approprier justement ces règles de communication inclusive. L'idée, c'est vraiment continuer à se poser les questions. Parfois, on a des réflexes, comme par exemple, là, j'ai donné quelques exemples que vous avez dû lire. Donc, pour ceux qui parlent arabe, désolé pour les autres, mais c'est plus pour donner des exemples que je maîtrise plus. Par exemple, quand on a envie de parler des enfants, il faut éviter de dire l'ouled en arabe et lui préférer justement le terme l'atfal parce que forcément, si on dit l'ouled, on ne dit pas le benat, qui sont les filles aussi. On parle que des garçons. Et les garçons ne sont pas les enfants, mais les atfal sont les enfants. Et de la même façon, faire attention aux termes qu'on utilise et y préférer donc les termes beaucoup plus génériques et inclusifs, comme l'walidain à la place de l'aba. Si on a envie de parler des professeurs, on va pas dire le muallimoun parce que c'est au masculin. On va plutôt utiliser donc le terme épicène taqam tarbawi, le personnel éducatif. Et même, il y a eu des militantes féministes qui ont euh, remis en circulation donc des termes comme kulluhun, qui veut dire toutes, et qui est utilisé justement pour qu'on puisse dire tous et toutes. Donc, ne pas hésiter aussi à réinventer des termes. Et il y a même la construction fusionnée de termes. Par exemple, si on a envie de dire vous, donc antum, qui est plutôt masculin, et en même temps, on ne peut pas dire antun parce que c'est que du féminin. Et il y a beaucoup de militantes féministes qui vont utiliser le antumunna qui est en fait la contraction des deux. En fait, c'est fusionné. Et c'est une manière chouette de se réapproprier la langue, se réapproprier la grammaire, parce que de toute façon, ce sont des règles qui ne doivent pas rester figées. Les langues sont amenées à évoluer. D'ailleurs, de toute façon, on ne parle pas l'arabe qu'on parlait au Moyen Âge ou autre. C'est-à-dire, la langue, c'est comme un muscle. Il faut toujours le travailler, il faut toujours le challenger et se réapproprier un petit peu les termes pour utiliser des termes beaucoup plus appropriés et beaucoup plus justes. Et un autre exemple qu'on pourrait donner d'une traduction littérale qui n'était pas correcte, on va dire, et du besoin, et ça prouve bien le besoin de se réapproprier justement ces terminologies. Lorsqu'en français on parle de personnes en situation de handicap, quand on fait la traduction littérale, ça nous donne ashkhas fi wada'iyat i'aqa. Et c'était le terme qui était utilisé en arabe il y a longtemps. Qui par la suite, en fait, avec wada'iyat i'aqa, apparaît un peu قاصحة, un peu كتخدش شوية c'est un peu péjoratif, on va dire, et on lui a préféré par la suite la terminologie, donc ذوي الاحتياجات الخاصة, qui sont les personnes aux besoins spécifiques. Donc ça vous montre bien la façon dont il faut se réapproprier ça, ne pas juste faire de la traduction littérale de ce qui nous vient de l'extérieur, mais vraiment que ça vienne de l'intérieur et qu'on réinvente un petit peu toutes ces règles. On peut passer à la slide suivante. C'est celle d'après. Top, merci beaucoup Marion. Et donc tout ça pour vous dire que les mots aussi ont une importance. Les mots façonnent justement les imaginaires collectifs. C'est pourquoi on ne dit pas, on ne dit plus le tiers-monde parce que qu'est-ce que ça voulait dire le tiers-monde? Ça suggérait qu'il y avait une hiérarchie mondiale qui d'ailleurs est héritée du colonialisme. Ou alors par exemple des termes comme l'art tribal ou la cuisine exotique, ça renvoie forcément à une vision qui est folklorisée, qui est marginale et souvent associée à une infériorité culturelle qu'il faut justement éviter à son tour de transmettre. Et justement, c'est pour développer justement ces réflexes de toujours se questionner de pourquoi est-ce qu'on appelle les choses comme ça. Et là, j'aimerais bien euh, je viens de lire le commentaire de Mohamed Anwar, Dhawi al-Himam. C'est très mignon ça aussi, de Dhawi al-Himam. Est-ce que tu peux nous dire la traduction?
Ça, c'est pour les personnes en situation de handicap. Oui, c'est pour les handicapés. On utilise ذوي الهمم maintenant parce que ذوي الاحتياجات الخاصة, c'est un peu dur pour eux. Donc, on utilise ça maintenant. C'est quelque chose qui est une manière humaine pour eux en général parce que maintenant, on est en train d'intégrer tous les handicapés dans les sociétés. Donc, c'est une façon d'intégrer dans le marché, dans tout l'aspect de vie en Égypte maintenant. Magnifique. Et ça prouve encore plus, enfin, c'est la preuve que ça évolue constamment et c'est bien au contraire de faire évoluer justement ces terminologies. Moi, j'aimerais bien vous parler aussi des termes qu'on utilise et euh, qui nous concernent pour parler justement de justement ces termes qui peuvent exclure ou invisibiliser sans le vouloir. Par exemple, nous, Africains, quand on parle des Africains et des Africaines, pour parler justement d'un continent. Euh, à mon sens, ce n'est pas de la communication inclusive dans le sens où ça efface complètement toutes les diversités qui font partie justement de ce continent. Ou bien le fait d'utiliser le terme MENA. On utilise souvent le terme MENA, c'est une catégorisation avec un point de vue occidental. C'est Middle East, North Africa. C'est une terminologie qui a été utilisée donc, pour désigner ce qu'on appelle le Proche-Orient, qui a été inventé par les puissances coloniales européennes, pour désigner justement toutes les régions qui sont situées à l'est de l'Europe. Donc, euh, ça représente quoi le Proche-Orient? Est-ce qu'on parle justement des spécificités de chaque région, de chaque pays, de chaque même tribu, etc. La même chose pour North Africa. Que veut dire North Africa? Ça regroupe d'une façon totalement arbitraire donc des pays du Maghreb comme une sorte d'extension de justement ce Middle East sans justement prêter attention à toutes ces réalités culturelles, historiques qui sont totalement distinctes. Donc, l'idée, c'est vraiment de se questionner là-dessus, d'éviter justement ces visions qui se veulent homogènes alors qu'on sait qu'on ne l'est pas. Nous ne sommes pas, enfin, il n'y a pas un continent qui est homogène, c'est impossible. Il n'y a pas une région qui va être homogène. Si jamais j'utilise ces termes-là, eh bien forcément, surtout, par exemple, le terme MENA, généralement, c'est dit pour désigner, par exemple, des populations qui sont forcément arabes et musulmanes. Ça participe donc par là même à l'invisibilisation des identités locales. Certes, il y a des Arabes, mais il y a également des Amazirs, il y a des Kurdes, il y a des Coptes, il y a différentes religions, il y a différentes cultures, il y a différentes langues, il y a différentes... C'est-à-dire, le fait de nommer c'est définir la place d'un groupe dans le récit collectif. Et c'est en ça que c'est très important de se poser les questions de cette nomination. Dès qu'elle vient d'un regard extérieur, de pouvoir la questionner et de pouvoir s'auto-définir. Euh, je... Starting to be used now instead of MENA. Yes. Et Swana, tu peux nous expliquer, Mohamed Anwar, qu'est-ce que ça veut dire? Swana, c'est Southwest Asia and North Africa. They are Mhm. starting to, I will use English now, sorry. Mhm. They're starting to using it instead of MENA. It's like they're trying to reflect on the words now because they think that MENA region, it's always a Middle East. It's not that good politically right now. But to be honest, I have a question. It's regarding, I understand, because as well we have the debate before about North Africa, because usually Egypt is not included in North Africa. But I understand because at the end of the day, we can adapt our words, but how the European and the American propaganda can really adjust their using of the words like exotic cuisine, tribal art. They actually who are those the people who already put those labels, and we kind of have to use it because they are using it. I understand from our perspective we can do better as human being,
but how they can do better as well as we do. Intisar, je sais pas si, enfin, du coup, ce que Mohamed disait, c'est que il y a une, enfin, c'est compliqué. Si j'espère que je vais bien le traduire, mais que en gros, on peut, c'est possible de changer le langage, mais quand c'est utilisé par les personnes qui ont imposé un peu ces terminologies en Occident, comment l'Occident aussi peut changer de vocabulaire. Et je pense que c'est la responsabilité en particulier de l'Occident sur cuisine exotique ou art tribal, de complètement arrêter d'utiliser ces appellations qui sont héritées de la colonisation et d'un regard, enfin même moi je trouve que c'est raciste ces appellations. Donc voilà, Absolument. je pense que c'est un peu ça qui a été dit. Top, merci beaucoup Marion, merci Mohamed. Effectivement, donc c'est vraiment pour se poser les questions sur ce que ça englobe justement cette communication inclusive dans un plus large spectre, on va dire. C'est aussi de la justice lexicale, on va dire, et au-delà de la question aussi de genre, c'est aussi d'employer des termes justes et respectueux qui vont refléter justement la diversité réelle et favoriser donc la reconnaissance, la dignité des individus. Et c'est ce en quoi c'est très important de continuer à se poser des questions et que rien n'est figé de toute façon. Tout est en train d'être questionné et c'est bien au contraire justement de se questionner et de recentrer un peu le regard par rapport à soi euh, et, euh, et voilà, d'une manière plus globale pour éviter justement ces reproductions même inconscientes de ces inégalités structurelles et de ces préjugés. C'est bon Euh, pour oui, Marion. Si, Est-ce qu'il y avait encore un... oui, je pense que Sinon, Mohamed voulait. la raison j'ai posé cette question honnêtement parce que je trouve beaucoup de gens euh, revient malheureusement, les gens ça, elles sont pas vieilles mais elles utilisent les mêmes mots, les mêmes choses, le même regard. C'est triste honnêtement, mais j'ai dit ça et j'ai posé une question, c'est pas pour attaquer quelqu'un, mais j'ai réfléchi maintenant comment on change cette regard, cette façon de poser the third word, n'importe lequel mot, mais malheureusement, elle reste là avec les gens. Je, je- j'essaie maintenant, on parle avec une façon intellectuelle. Moi, je parle de les gens ordinaires, normaux, comment je ne sais, je ne sais pas cette mot en français, c'est quoi? Reach those people, I don't know. comment on arrive à être pédagogique Euh, aussi. Mais je pense que c'est vraiment de la pédagogie, c'est expliquer, c'est là, quel que soit le niveau d'études, je pense qu'on peut comprendre que certains mots euh, portent certaines euh, intentions et que donc autour de soi, ou là c'est ce qu'on fait avec cette formation par exemple, mais c'est arriver à expliquer quand quelqu'un utilise un mot ce qu'il y a derrière ce mot-là, quel héritage il y a, quel impact ce mot-là peut avoir. Et là, c'est une responsabilité collective de faire évoluer ensemble le langage, tout en étant bienveillant avec des personnes, mais en expliquant qu'il existe des alternatives qui, elles, ne font pas de mal. C'est peut-être ma proposition, mais si vous voulez répondre, je pense qu'on va devoir avancer par rapport au timing, mais n'hésitez pas à réagir dans le chat. euh, à, à ces questionnements qui sont en effet hyper intéressants. euh, à comment est-ce qu'on fait évoluer collectivement et dans tous les espaces, et quels que soient ces espaces-là, le langage.
Et si je vais accélérer un petit peu, vous avez ici une pub où il y a écrit, euh, donc en français, ce serait traduit comme Es-tu une vieille fille? C'est une pub pour de l'huile pour cuisiner. Donc là, on est encore une fois sur des stéréotypes. Donc il y a le langage, il y a les images, mais il y a aussi l'utilisation des stéréotypes à éviter également parce qu'on vient renforcer ces stéréotypes-là. Et il y a plein d'expressions elles-mêmes qui sont très stéréotypées. Là, il y a que quelques expressions qu'on a choisies, comme il faut souffrir pour être belle, tu pleures comme une fille. Ce sont des expressions utilisées dans le langage courant aussi également. Et il y en a dans toutes les langues, hein. En anglais, on a man up, boys will be boys, ce qui vient excuser tous les comportements négatifs des garçons. Et je pense que dans toutes les langues, on retrouve des expressions comme ça qui sont sexistes. Et ce sont aussi on peut avoir tendance à les utiliser facilement. Et c'est aussi s'écouter et se dire, oula, j'utilise là une expression par automatisme, qui en fait vient transmettre une vision irrespectueuse ou stéréotypée des femmes, par exemple. Et dans le langage, donc là c'est plutôt en français, euh, mais on peut aussi, il y a la traduction anglaise à droite de certaines expressions, éviter de dire les droits de l'homme. C'est encore beaucoup dit dans beaucoup d'espaces francophones, privilégier les droits humains, parce que mine de rien, même droits humains, ça permet de vraiment entendre qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des droits. Et ça demande pas beaucoup d'efforts, de changement. Il y a, par exemple, sur les questions les homosexuels, utiliser l'appellation LGBTQIA+, ça permet de recouvrir toutes les identités qui ne sont pas hétérosexuelles. Mais encore une fois, cette appellation, elle est aussi assez occidentale, donc il peut y avoir des appellations, euh, des terminologies qui seront plus adaptées dans d'autres contextes. Finalement, c'est un peu ce qu'a pu dire Intisar plus tôt. Le plus important, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, pour les femmes, pour les personnes LGBTQIA+, ça va être de demander comment ces personnes souhaitent être appelées aussi, suivant les contextes, suivant les espaces. Euh, voilà. Je passe rapidement. Ici, on a une campagne pour des voitures où on montre aussi des hommes avec une masculinité très stéréotypée. Donc on associe les hommes au contrôle, au pouvoir. Euh, je passe pour gagner un petit peu de temps. Mais si vous voulez réagir dans le chat, n'hésitez pas, la conversation est ouverte. En dehors du langage et des visuels, il y a aussi des enjeux d'accessibilité. euh, de comment est-ce que notre communication, elle n'est pas excluante, pas seulement dans ce qu'elle contient et dans ce qu'elle montre, mais aussi, est-ce que tout simplement, est-ce qu'elle est dans la bonne langue? Est-ce que si on décide, par exemple, de faire une campagne de sensibilisation sur le handicap et qu'on l'a fait dans une langue qui n'est pas parlée par toute une partie de la population, et ben on passe à côté d'une grande partie de nos cibles de communication. Pareil, en termes de vocabulaire, si on utilise un vocabulaire hyper complexe. Par exemple, on parle d'un rapport de recherche et qu'on va utiliser des mots hyper complexes et qui pourront pas être compris par tous et toutes, et ben ça reste dommage. Donc c'est vraiment chaque fois se dire à qui je veux parler, est-ce que je veux m'adresser à tout le monde et dans ce cas faire attention à comment, avec quelle langue, avec quel vocabulaire, où, dans quels endroits aussi. Se dire aussi, pour des personnes en situation de handicap, est-ce que le lieu pour mon événement, il est accessible à des personnes qui seraient en fauteuil roulant? Est-ce que là, je suis sur un événement où parmi les personnes qui se sont inscrites, il y a des personnes qui sont malentendantes? Et dans ce cas, est-ce que si j'en ai les capacités, je peux pas avoir un ou une interprète en langue des signes? Euh, voilà, plein de questions qu'on peut se poser pour être véritablement inclusive. Alors, j'ai bien conscience qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais l'objectif, c'est d'avoir quand même la démarche de se poser la question, de dire qu'est-ce que moi, avec mon budget, avec euh, je- les ressources que j'ai, comment je peux rendre ma communication la plus inclusive possible pour tous et toutes. Et donc là, on arrive à donc, on vous a parlé de plein d'outils, de plein de réflexes à avoir. Moi, ce que je voudrais
vous donner très très rapidement, c'est peut-être des valeurs qui peuvent porter notre communication de manière générale. Sarah avait déjà parlé d'éviter de mettre les femmes dans des postures de victimes et plutôt d'essayer d'être empouvoirant. Et en effet, c'est dans la communication, surtout si on vise à faire de la sensibilisation ou à changer des visions. euh, L'empathie, l'empouvoirment, l'espoir, ce sont des valeurs qui peuvent guider positivement notre communication, qui peuvent faire qu'on passe d'une communication inclusive à une communication engagée aussi. Et pour vous donner des exemples concrets, ça va être par exemple si on veut faire une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, et ben éviter de montrer, on a souvent le réflexe de montrer des femmes avec des bleus sur le visage, des femmes dans des positions repliées sur elles-mêmes, etc. Et en effet, ça choque, donc ça peut permettre d'interpeller, mais ça maintient aussi les femmes dans cette vision-là de passivité, alors qu'en fait, il y a des femmes victimes de violences bah, qui se débattent pour s'en sortir et pour s'en émanciper. Et donc montrer, on peut aussi essayer de changer de narratif et de sortir d'une posture uniquement victimaire. Alors c'est important de dire les impacts, les conséquences, mais c'est important aussi de dire que les femmes ont la force euh, euh, collectivement d'occuper d'autres espaces qu'une posture de victime. C'est pour ça que parfois on parle de survivante plutôt de victime. Euh, voilà. Pareil, ça va être de faire attention. Parler d'empathie, c'est aussi dire, je sais pas, on organise un événement sur les violences faites aux femmes ou sur les discriminations faites aux personnes en situation de handicap. Et on va inviter une personne en situation de handicap et on va lui demander de raconter son calvaire, par exemple. Et finalement, là, c'est instrumentaliser sa souffrance pour sensibiliser, mais il faut vérifier avec elle qu'elle est d'accord de partager ça, vérifier qu'elle est à l'aise, vérifier que ça va pas réveiller des traumas, peut-être si c'est une personne victime de violence euh, qui a envie de partager des souffrances passées, bah, vérifier qu'elle a accès à un suivi psychologique derrière. Donc c'est voilà, essayer de se dire est-ce que dans ma communication, je suis en train de donc c'est important de donner la parole aux premières concernées, mais est-ce que je suis en train de les remettre dans des cases qui peuvent leur faire revivre de la violence, ou est-ce que justement je permets une émancipation, un empouvoirment, et de donner aussi de l'espoir. Donc ça, c'était empouvoirment, empathie, espoir. C'est très dense ce que je dis là. J'espère que ça fait sens pour tout le monde. N'hésitez pas s'il y a des choses si vous voulez que je revienne sur des choses. L'intégrité aussi très importante. Donc là, c'est ne pas instrumentaliser les droits humains à des fins économiques ou politiques. Ça arrive quand même très souvent qu'on se mette à parler d'égalité pour avoir euh, pour avoir plus de clients ou clientes en particulier, mais que derrière, bah, en interne de l'organisation, on paye pas autant les femmes que les hommes, etc. Donc toujours se dire, bah, en fait, euh, une communication inclusive, c'est bien, mais il faut qu'elle soit sincère aussi et qu'elle aille dans le sens d'une véritable volonté de lutter contre la discrimination et pas seulement de faire plus de chiffres d'affaires ou d'avoir plus d'électeurs et d'électrices. Et enfin, viser la transformation et la sororité, où on pourrait parler aussi de solidarité de manière générale. Viser la transformation, c'est se dire, bah, je communique de manière inclusive, mais est-ce que je peux pas aller plus loin, essayer de changer les visions? Euh, J'en discutais avec Insa il y a pas très longtemps, il y avait la question de, OK, dans notre communication, on essaye souvent de représenter ce qui existe, mais est-ce que parfois on peut pas aller plus loin et proposer des récits de choses qu'on voudrait voir exister? Euh, je vous donne un exemple. Ok, on sait qu'aujourd'hui, dans les instances dirigeantes, on a une grande majorité d'hommes dans beaucoup de pays. Et ben, au lieu euh, même si c'est hyper important de montrer ces images-là, de dénoncer le fait qu'il y ait une majorité d'hommes, une écrasante majorité d'hommes, est-ce qu'on peut aussi proposer, je sais pas, un spot qui montrerait ce que ce serait si on avait une réelle parité dans les instances dirigeantes? Montrer en fait ce qui n'est pas encore là. Et, euh, et proposer des récits différents, c'est des choses qui fonctionnent, qui donnent espoir et qui permettent aussi de transformer notre colère en espoir. Voilà. Euh, voilà ce que j'avais envie de vous dire là-dessus.
Et peut-être je crois qu'on arrive au bout de cette séquence 1, on accélérera sur la deuxième, on va diminuer la quantité d'infos et le nombre de cas pratiques. J'en suis tout à fait désolée, mais c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à vous partager. Vous montrer justement ce dont vous parlez, ça en introduction, un exemple. Alors là, c'est une entreprise, hein, donc c'est toujours questionnable quand des entreprises. Mais un exemple de communication de spot qui nous paraît, à nous en tout cas, positif en termes de transformation de vision. لكل مرة شقيتي، لكل مرة تمحنتي في بلاصتي، لكل مرة ما مديتش لك يدي، لكل مرة بقيت غير كنتفرج فيك، لكل مرة تفششت عليك. هاد المرة ومن اليوم غادي نتعاونوا على الشقة، حيت عندي منك غير وحدة. ميو نتعاونوا على الشقة. Alors, du coup, il n'y avait pas les sous-titres, ce qui m'embête beaucoup, mais je pense qu'ils ont, vu que c'est des sous-titres YouTube, le fait de l'avoir mis sur le PowerPoint, ils ont sauté. Je ne sais pas si Intissar, tu pourrais dire en deux mots le message ou quelqu'un d'autre d'ailleurs qui voudrait, de façon très, très courte, dire un petit peu ce qui est dit. Oui, alors en fait c'est un spot publicitaire d'une marque de lessive où c'est un texte qui serait écrit par les hommes pour demander pardon aux femmes d'avoir cette charge mentale de s'occuper du foyer et de dire pour toutes ces fois où tu as été là, que tu as porté la maison à bout de bras, eh bien aujourd'hui, nous, on t'annonce que on va s'aider pour ces tâches ménagères et on s'entraide. Parce qu'il y a enfin, un terme qui est utilisé, ديال نعاونك, c'est je vais t'aider. En fait, c'est pas je vais t'aider. Nous allons nous aider pour justement ces tâches qui nous appartiennent à tous les deux. Trop bien, merci beaucoup. Voilà, donc un exemple de proposer une autre présentation. Ici, je vais passer très rapidement, mais c'est vraiment de... L'idée, c'est de réfléchir à, ok, très bien, il peut y avoir une démarche, une volonté de mettre en place une communication vraiment inclusive, mais euh, comment est-ce que structurellement, on se donne les moyens aussi d'y arriver? Est-ce qu'on a des femmes dans nos équipes de communication et pas que des hommes? Est-ce que dans notre équipe de communication, on a des personnes qui peuvent avoir des expertises spécifiques? Si vous décidez de lancer une campagne ou de parler d'un sujet que vous ne connaissez pas forcément très bien ou sur une discrimination que vous ne vivez pas vous-même, ça peut être très important de se faire accompagner, d'avoir des retours d'une personne qui a une expertise spécifique, Euh, que ce soit une personne en interne ou en externe d'ailleurs. Est-ce que là, si certaines d'entre vous ont des équipes, est-ce que vous allez prendre le temps de former vos équipes sur tous les conseils tout sur vous, ce que vous avez pu apprendre ici ou ailleurs sur la communication inclusive? Là, c'est la traduction en anglais. Je vais passer là-dessus pour qu'on ait du temps, mais vous aurez le PowerPoint, je pense. Là, c'est un petit récapitulatif. Et donc là, l'objectif de cette séquence, il nous reste une demi-heure. Donc on va essayer de faire peut-être deux cas pratiques. C'est vraiment de vous entendre, vous. On va vous présenter des actions de communication complètement fictives, hein. On a mis notre créativité pas la plus positive à l'œuvre, pour le coup, vous allez voir. Mais ce serait d'avoir vos retours sur comment améliorer ces stratégies de communication pour qu'elles soient plus inclusives et même qu'elles soient engagées, qu'elles transforment un peu nos visions. Donc là, n'hésitez pas à lever la main ou à parler directement. Je vois qu'on n'est pas énormément, donc vous pouvez même ouvrir le micro une fois que qu'on a présenté les contextes pour dire votre avis. Donc le premier cas pratique,
C'est essayer de vous mettre dans la peau, du coup, dans le contexte. Vous êtes en train de mener un projet qui vise à autonomiser les femmes en encourageant leur participation dans des domaines de la technologie. Donc, dans tout ce qui va être technologie. Et ce projet-là, il se fait avec des ateliers, des mentorats, des événements. Et dans le cadre de ce projet, vous voulez faire une campagne, enfin visibiliser ce projet pour défaire les stéréotypes sur les femmes et les technologies, pour leur donner, pour enlever les stéréotypes et en plus permettre de donner confiance aux femmes dans ce domaine. La cible, c'est le grand public. Le message que vous avez choisi ou qu'on vous propose, c'est si la femme peut donner la vie, elle peut aussi apprendre à développer un site internet. La tech n'est pas qu'un monde d'hommes, il faut aussi des femmes pour amener de la douceur. Et vous allez faire une publication LinkedIn avec ce message-là et un visuel. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du message? Et vous avez deux visuels sur la droite que vous propose votre stagiaire. Le premier en haut, c'est les femmes ont plein de potentiel, il faut juste leur expliquer calmement les bases. Et le deuxième, les femmes ne manquent pas de talent dans la tech, elles manquent d'opportunités, de modèles et de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un a envie de me dire quel visuel euh, il ou elle préférerait et ce qu'elle pense de cette communication de manière globale? Je peux. Euh, Vous m'entendez? Bon, je sais pas. Si les autres t'entendent. Ah, ok. Oui, Ok. Soufiane, On on entend, on entend. t'entend. Je pense juste. Ouais, Euh, Marion, peut-être que ton son est. ouais, du coup, si vous m'entendez, en fait, juste par rapport au message avant le visuel, je pense que euh, en fait, ce qui est un peu dérangeant dans le message, c'est le fait de lier l'identité féminine à la douceur et puis aussi à enfin, je sais pas, on le dit souvent, mais l'idée de lier les femmes, dire que les femmes donnent la vie, que exclusivement les femmes donnent la vie, je pense que ouais, en tout cas, moi, si j'avais à reformuler le message, ça serait, la phrase pourrait commencer par euh, la technologie n'est pas qu'un monde d'hommes, il faut aussi des femmes pour, je sais pas, pour développer le monde digital ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a aussi le fait de parler de donner la vie, c'est plus, il y a les hommes trans aussi qui peuvent donner la vie physiquement, et puis je pense qu'il faut enfin, il faut deux pour donner la vie. En tout cas, ça alimente ce cliché, je pense. Enfin, juste de mon point de vue. Merci beaucoup. Point de vue partagé, je pense, par nous deux également. On a fait exprès de mettre des stéréotypes féminins où c'est, ça se veut, c'est tout le souci de plein de messages qui se veulent euh, justement sensibiliser, etc., mais qui viennent renforcer d'autres stéréotypes. Euh, donc là, le fait de ramener la femme qu'à son statut de mère, et en plus en effet, pour donner la vie, euh, c'est pas toujours une question de genre, et en plus, ça concerne souvent plusieurs genres. Et la douceur, en effet, c'est un autre stéréotype. Est-ce que en termes de visuel, quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut dire quel visuel il ou elle préférait et pourquoi? Le bleu ou celui du haut ou celui du bas? Vous pouvez écrire dans le chat sinon, si vous préférez écrire que prendre la parole. Euh, je dirais plus celui d'en bas. Est-ce que tu as envie d'expliquer pourquoi? Ah, plusieurs personnes disent le bleu. Euh, je trouve, pour commencer par celui d'en bas, je pense que c'est le fait d'insister sur le fait qu'il manque d'opportunités, de modèles.
et dire que ce qui manque, c'est pas le talent, c'est les opportunités. Je pense que c'est une information euh, réelle. Et celui d'en haut, je pense que c'est un peu, il est un petit peu enfin, il est infantilisant. On s'adresse en parlant des femmes. Il faut, je sais pas, attendez, Il enfin, faut juste leur expliquer calmement les bases, il y a écrit. la phrase, je la trouve un petit peu C'est enfantilisante, très paternaliste. Ouais. paternaliste. Bah, merci beaucoup. J'ai l'impression que les autres sont d'accord aussi. Et il y a à la fois le message, mais il y a aussi la posture où là, on a un homme en train d'expliquer à une femme, alors qu'on essaye de montrer justement de lutter contre enfin de- d'empouvoirer les femmes dans ce domaine-là, les remettre dans une position d'écoute, c'est quand même un peu dommage. Et en plus, il y avait aussi la question de bah, dans quel contexte on fait cette campagne. Pour le coup, euh, moi, j'ai pris des visuels libres de droit. Donc, je suis allée sur une banque d'images et j'ai pris un peu au pif des visuels. Et bah, faire attention aussi que les gens puissent se reconnaître sur les images, suivant si on est au Maroc, en Côte d'Ivoire, en France, en Italie. On va pas utiliser les mêmes visuels et encore que, bah, même en France, mettre que des femmes blanches sur des visuels, ce serait problématique. Voilà, donc choisir aussi, prendre le temps de chercher. Les bases de données d'images, elles sont elles-mêmes stéréotypées. Euh, Prendre le temps de chercher des visuels qui soient vraiment inclusifs également. Excuse-moi Marion, il y a Vas-y, Ryan Mahfouz qui veut réagir. ça marche. Ryan, on t'entend pas. Je sais pas si tu es en train de parler. Oui, mais de très loin. Non, on t'entend pas malheureusement. Je sais pas si c'était un problème de micro peut-être. N'hésite pas à partager dans le chat, sinon on puisse au moins entendre, enfin lire. Et Nthisa, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose aussi sur ce cas pratique? Non, c'est parfait, c'était assez complet. Super, merci. Merci, merci. Alors, on va avoir le temps de faire un autre cas pratique. Euh, alors, là, c'est la traduction. On en a un, c'est l'association, et l'autre, c'est une association engagée pour les droits des femmes migrantes, et l'autre, c'est sur un centre de dépistage. Est-ce que vous avez une préférence si on doit choisir entre les deux? Centre de dépistage ou association pour les droits des femmes migrantes? Sinon, je choisis moi, hein. Association, Amalia. Alors, j'essaye de repasser en arrière. Donc, vous êtes la directrice ou le directeur d'une association engagée pour les droits des femmes migrantes. Votre objectif, c'est de sensibiliser 10 000 personnes et de récolter des dons pour financer votre lutte, en particulier sur les enjeux liés aux violences vécues par les femmes migrantes. C'est à l'occasion du 25 novembre 2020, oula, 2024, c'est dans le passé, mais on pourrait dire 2025 qui arrive, qui est la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Votre cible, c'est le grand public, et en particulier le grand public sensible aux enjeux de droits de l'homme. C'est ce qui est écrit en tout cas dans votre stratégie de communication. Et votre message, c'est aidez-nous à combattre les violences sexuelles dont sont victimes les pauvres femmes qui immigrent dans la région. Elles sont
agressées, violées, parce qu'elles sont fragiles et vulnérables. Mettons fin à leurs pleurs. Votre levier, c'est un spot télévisé avec des images de femmes très pauvres, blessées. Et en voix off, vous avez la voix d'une actrice très connue qui qui appelle au don. Est-ce que vous trouvez que cette stratégie de communication, elle lutte contre les stéréotypes? Est-ce qu'elle participe à une culture de l'égalité? Est-ce qu'elle est empouvoirante et pleine d'espoir? Et est-ce que vous changeriez quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Le micro est à vous. Ou le chat d'ailleurs, pour celles et ceux qui préfèrent écrire. Soyez pas timide, hein, il n'y a pas de mauvaise participation. Bah, je me permets de réagir vu que c'est aussi un sujet qui m'intéresse, donc je me mets au même titre que tous les autres participants de la session et participantes. Moi, je pense que déjà le premier problème, c'est ce qui est marqué pour la cible. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Marion, ou je sais plus si c'était Intissar, enjeu de droits de l'homme, commencer c'est réducteur, parce que c'est pas que les hommes, c'est les femmes aussi. Donc la manière de le dire est mauvaise, je trouve. Et deuxièmement, concernant le message, c'est réducteur, c'est aussi, ça participe à une image de montrer les femmes migrantes comme étant des pauvres personnes qui n'ont rien d'autre pour elles que la misère et le fait d'être fragiles et vulnérables, alors qu'elles incarnent aussi bien plus que ça. Et donc ce message, pour moi, il est mauvais, il est à changer et il est pas du tout, il participe pas du tout à une culture de l'égalité. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? N'hésitez pas à prendre la parole. Euh, Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Alors, je suis pas certain, mais je pense que le fait de parler de viol et d'agression comme ça directement dans un message public pourrait poser problème parce que hum, normalement, bah, généralement, pour parler de ce type de violence, faut quand même prévenir les personnes qui vont recevoir le message. Et du coup, je sais pas, le fait que ça soit public, peut-être ça pourrait poser problème. Tout à fait. Et d'ailleurs, je m'en excuse, j'aurais dû faire moi-même un... Ma communication n'était pas très bien pensée pour le coup. J'aurais dû moi-même prévenir que ça parlerait du coup... bon, il y avait l'objectif que ça parlerait de violence, mais le fait déjà dans le message d'évoquer des agressions, de tourner un spot TV avec une représentation explicite de violence, ça peut être retraumatisant. Ça peut, par exemple, une femme qui aurait été elle-même victime de violence, qui va, qui sont des violences qui peuvent être traumatisantes, traumatiques, qui peuvent qui donner lieu à un stress post-traumatique, euh, de remontrer des images à la télévision à des femmes qui elles-mêmes sont survivantes de violences, ça peut être quelque chose de très violent pour ces femmes-là. Ça peut les ramener à des moments, enfin, ça peut les ramener psychologiquement à des endroits très difficiles. Donc, souvent, d'ailleurs, prendre le réflexe quand on veut montrer des vidéos ou des images explicites de violence, de prévenir les gens et de leur demander s'ils sont d'accord ou pas avec le fait de voir ces images. C'est hyper important. Et ça va avec le fait d'avoir une communication qui soit empathique aussi, euh, de pas imposer des images qui peuvent retraumatiser les personnes. Can I add one more thing? Bien sûr. I guess adding to what you said already, it's like this kind of image of the women who are injured or already blessed. It's it's like normalizing this. It's like you are kind of sharing the normalization of this. Like when people see it, there is people happening to them. It's okay, but it's not okay. So definitely, it will be like will backfire on what they want to do. It's like empowering the immigrant woman or empowering the woman in general
this kind of advertisement, it will backfire on them. It's like sharing more this trauma, it will traumatize most of the women. And as well, it will normalize for a lot of people. It's okay. We saw in it before, so it's like seeing a lot of movies with blood. It's the blood become normal to you. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce retour. Enfin, bah, d'ailleurs pour tous vos retours, mais en effet, le, le risque de banaliser les violences et d'en faire quelque chose de normal à regarder à force de le montrer. On le voit d'ailleurs dans que les campagnes, on va souvent vers du plus en plus choquant. Et en fait, les gens finissent par s'habituer à des images de plus en plus choquantes. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et du coup, au lieu de réagir, il y a une espèce de fatalisme et de banalisation. Alors que montrer, à l'inverse, des situations qui montrent plutôt de l'espoir ou euh, qui mettent les femmes à d'autres places, de montrer par exemple la mobilisation de femmes contre les violences, par exemple de montrer qu'une association a pu, euh, que des femmes ont pu se reconstruire, etc. Bah ça c'est porteur d'espoir et ça donne envie aussi de joindre le mouvement. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Une Tissard comprise d'ailleurs. Non, c'est top pour moi. Eh ben, on peut même essayer du coup de faire rapidement le dernier cas pratique. C'est ce que Euh, j'allais te dire. Moi, j'allais te dire, il faut choisir les deux. allez. Eh ben super, on va pouvoir faire les deux. Alors le dernier, c'est le centre de dépistage. Vous êtes responsable qui est d'ailleurs un mot épicène, très pratique. Vous êtes responsable d'un centre de dépistage qui sensibilise au VIH, aux IST, à travers des modules éducatifs et artistiques. Porté par des éducateurs, éducatrices pairs. Affirme vouloir briser les tabous autour du VIH en menant, et des IST en général, en menant des actions de sensibilisation grand public. Vous avez diffusé une grande campagne sur les réseaux sociaux et dans la ville, avec des affiches. Votre objectif, c'est faire parler de la campagne et attirer du public au centre de dépistage et à la boutique du centre. La cible, c'est les jeunes en milieu urbain qui sont sensibles aux sujets de société, qui veulent mieux comprendre les enjeux autour du VIH. Et vous faites un événement et votre message, c'est en venant à notre événement, vous soutenez la tolérance et le courage de celles et ceux qui osent en parler. Le levier, c'est une affiche donc, qui est mise sur les réseaux sociaux et dans les rues, qui montre une personne noire très maquillée avec un drapeau arc-en-ciel en fond et avec un slogan, le VIH, c'est leur problème, parlons-en. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de communication? Est-ce qu'elle vous paraît engagée et inclusive? Ma lecture était un peu balbutiante, donc en gros, vous voulez faire un événement dans votre centre de dépistage euh, et vous avez du coup fait une affiche avec une personne, c'est une photo d'une personne noire très maquillée avec un drapeau arc-en-ciel et le slogan qui est écrit, c'est le VIH, c'est leur problème, parlons-en. Est-ce que cette communication est Alors, inclusive? Oui, pardon. pardon Marion. Non, je voulais juste dire, moi, de mon point de vue, je suis assez mitigée. Je trouve que, par exemple, le message n'est pas forcément mauvais parce que, enfin, peut-être que je le comprends mal, mais pour moi, il n'est pas nécessairement mauvais. Par contre, le slogan, le VIH, c'est leur problème, parlons-en, à la fois, ça veut dire que vu qu'il y a le drapeau, j'imagine que ça veut dire que ça concerne uniquement les personnes LGBTQIA+, ce qui n'est pas le cas du tout. Et peut-être aussi ça peut porter à confusion en parlant des personnes racisées, alors que pareil, enfin, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Donc je pense que de ce point de vue-là, le levier, il est très mauvais. Après, l'objectif est bon, le message me paraît aussi plutôt pas mal, donc je suis assez mitigée.
Merci beaucoup, Amalia. Est-ce que d'autres personnes veulent donner leur avis là-dessus? Je pense que euh, je rejoins ce qui a été dit par Amalia et puis dans le message, je pense que c'est vraiment l'association VIH problème. Peut-être et puis le fait de dire leur problème, c'est comme en fait ça fait allusion au fait que le VIH est un problème de personnes noires, LGBT avec le drapeau arc-en-ciel. Et ouais, et je pense à la limite, si c'était comme si c'était le VIH, c'est notre combat, parlons-en avec la même image. Peut-être ça passerait mieux comme, en fait, c'est les personnes concernées qui parlent et ça pourrait paraître comme une revendication, en fait. Merci beaucoup, Soufiane. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? On a encore quelques minutes, donc si vous voulez partager votre opinion, n'hésitez pas. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit là, enfin, c'est exactement ça. Finalement, l'intention, elle n'est pas mauvaise. Le message, en venant à notre événement, vous soutenez la tolérance et le courage de celles et ceux qui osent en parler, c'est plutôt un joli message. Mais le levier, le levier, l'association entre la photo et le slogan, ça va pas du tout. C'est stigmatisant, à la fois envers les personnes séropositives, à la fois envers les personnes noires et à la fois envers les personnes queer et LGBTQIA+. Donc, euh, donc ça ne va pas. Mais oui, parfois, c'est des... je trouve ça intéressant ce que tu disais, Soufiane, de finalement, il suffisait peut-être de retourner un peu la phrase pour que ça passe comme que ce soit comme une revendication des personnes vraiment concernées. Euh, mais et puis après, il y a aussi les enjeux. Donc, suivant les contextes, le drapeau arc-en-ciel, malheureusement, on ne peut pas le mettre partout non plus. Donc, ça peut mettre en danger aussi la personne. Est-ce que la personne qui est sur la photo, elle a donné son accord pour être affichée dans les rues d'une ville où potentiellement il est interdit de, d'utiliser des signes LGBTQIA+. Voilà, donc il y a plein de questions qui peuvent se poser et c'est pas si évident que ça. Du coup, quand on fait une communication, il faut vraiment penser à beaucoup de choses. Et, euh, et peut-être qu'est-ce qui aurait été possible? Ça aurait été de montrer une diversité de personnes aussi, d'avoir une campagne d'affichage, non pas avec une seule personne, mais d'avoir des personnes d'origines différentes, d'apparences différentes, tout en vérifiant avec chacune d'ailleurs qu'elle est à l'aise euh, pour afficher dans l'espace public sa séropositivité aussi, parce qu'il y a des discriminations qui sont liées à la séropositivité, au statut sérologique. Donc voilà, encore plein de questions à se poser. Et encore une fois, bah, si on n'est pas des experts expertes du sujet, bon là c'est un centre de dépistage, donc il doit quand même, je l'espère, euh, connaître les discriminations que risquent les personnes séropositives. Mais si on n'est pas soi-même, euh, si on connaît pas soi-même le sujet et qu'on se retrouve à travailler euh, sur une campagne sur ce sujet-là, eh ben, on a plutôt intérêt à se faire accompagner par des experts et expertes, par des personnes concernées, euh, et d'écouter vraiment ce qu'ont à dire les personnes concernées. Comment elles veulent être représentées, de quoi elles veulent parler, et de prendre leur avis pour éviter d'avoir euh, une communication qui soit discriminante, oppressive, violente. On arrive au bout de nos cas pratiques. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Sinon, on avance. Voilà, c'était la traduction en anglais. Euh, on vous a mis dans le PowerPoint deux outils. Je ne vais pas revenir dessus parce que ouais, ce serait un petit peu fastidieux. Mais ici, c'est
le continuum du genre, qui est un outil qui est utilisé beaucoup quand on écrit des projets pour essayer d'avoir des projets qui soient sensibles au genre. Nous, on l'a adapté à la communication. Donc, c'est essayer de voir où est-ce qu'on en est. Vous pouvez faire une communication et se dire est-ce qu'elle est plutôt nocive, est-ce qu'elle est neutre ou est-ce que je vais un peu plus loin dans ma communication? Est-ce que j'ai une communication qui s'engage et qui essaye vraiment de transformer les choses? Donc ça, je vous laisserai le lire de votre côté une fois que vous aurez le PowerPoint. Et ici, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire avec Intisar et encore, on n'a pas pu tout mettre, mais c'est une liste de choses à cocher. Justement, parfois on passe à côté de certaines choses et là c'est plutôt pour avoir une communication féministe, donc une communication qui soit engagée en particulier sur l'égalité de genre. Mais vous pouvez essayer de la généraliser à l'ensemble des oppressions. Et ça permet, moi de temps en temps je le ressors en me disant, ok, est-ce que ma campagne elle coche toutes les cases d'une bonne communication, d'une communication qui s'engage pour l'égalité. Il nous reste 4 minutes avant la fin de cette formation. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez apprécié la formation. Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre dans le chat une chose que vous retenez, une chose qui vous a marqué et une chose que vous avez envie de mettre en place à court terme? On appelle ça le tête-cœur-pied. Donc tête, c'est ce que je retiens. Cœur, ce qui m'a marqué, et pied, ce que j'ai envie, pied comme avancé, ce que j'ai envie de mettre en place à court terme. Je vous laisse peut-être l'écrire dans le chat et nous, ça nous fait un vrai retour aussi sur ce que vous avez pu retenir de ces 2 heures avec Intisar et moi. Merci beaucoup. Je sais pas si Intisar, tu veux rajouter quelque chose. Non, juste remercier tout le monde pour l'écoute et on aurait voulu échanger plus, mais vraiment, enfin, 2 heures, c'est assez intense aussi pour le temps de dégrainer un petit peu les informations et vous les transmettre au fur et à mesure et surtout échanger. Donc, mais en tout cas, c'était assez dense et très intéressant de pouvoir échanger tout ça avec vous. Je te rejoins sur tout, Intisar. Il y a des choses qui sont mises dans le chat déjà. Pied, faire bien attention. C'est Amalia qui nous dit qu'elle va faire très attention à utiliser l'écriture inclusive dans ses échanges professionnels. Peut-être dire d'ailleurs que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle, moi, tout du long à l'oral, j'ai essayé, j'espère que je l'ai fait à 100%, je suis pas sûre, mais d'utiliser au maximum le langage inclusif, de toujours utiliser et le féminin et le masculin. Et c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on prend l'habitude. Et les gens ne s'en rendent même pas compte, juste en face, personne dit, mais tu parles bizarrement. Soufiane qui partage l'importance des voix des personnes concernées pour une communication inclusive. L'inclusion linguistique aussi, et privilégier l'épicène, les termes neutres. Trop bien, merci pour ces partages. Toutes les personnes qui n'ont pas encore participé, n'hésitez pas, hein. Si vous n'avez pas les trois, vous pouvez choisir que un des trois. Dire juste une chose que vous retenez ou juste une chose qui vous ont marqué. Can you hear me? Oui. Well, to be honest, I really love the session. It reminds me of a session that I have delivered almost 3 weeks ago on content strategy when it comes to human rights. Oh, je peux parler en français, toutefois, puisque vous parlez en français. J'ai aimé cette séance en fait. Ça m'a fait rappel d'une séance, d'un atelier, d'une séance que j'avais donnée sur les stratégies de contenu. Les 7 A qui sont l'action, l'authenticité, l'autorité, l'attitude, l'attention, l'action, euh, et aussi l'accélération et l'agilité. Ça m'a fait plaisir d'écouter et de voir votre perspective car en fait, pour créer un contenu aujourd'hui, surtout pour la Méditerranée, nous en avons besoin d'une telle approche pour promouvoir l'inclusivité et cette équité
pour avoir plus de personnes qui peuvent bénéficier de faire partie de nos plans et de nos initiatives de plaidoiement. Et je vous remercie infiniment pour cette séance. Merci beaucoup pour ce retour. Ça nous fait aussi très plaisir de voir que ça peut se croiser. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs de se dire aussi qu'une communication inclusive, c'est aussi une communication qui fonctionne. Quand on n'est pas inclusif, mais on passe à côté de ses objectifs de communication aussi. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Les deux vont de pair. Une bonne communication, c'est une communication inclusive. On peut se dire ça aussi. Il y a Mohamed qui a dit It's a collective effort. Euh, et bah oui, bah, trop bien d'avoir relevé ça. En effet, je pense que bah, justement pour changer de narratif, pour changer le langage, il faut qu'on s'y mette tous et toutes parce que si on n'est que quelques-uns et quelques-unes à le faire, et ben on reste dans les marges alors que si tout le monde s'en empare, et ben on vient changer les langues, on vient changer la façon dont on parle des choses et on vient changer aussi la société d'une certaine manière. En tout cas, participer à la changer. Il est 18h01. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti pour la formation. C'était un plaisir de l'animer. Merci pour tous les apports. Merci aux personnes qui ont participé. C'est vraiment ça aussi qui rend les formations vivantes. Euh, et j'espère que vous arriverez à tirer de certains des conseils ou de certains réflexes de cette session pour vos projets respectifs. Merci beaucoup Marion, Intisar et Sarah qui est là mais Merci à qui ne vous. peuvent pas parler. Mais merci en tout cas à toutes les trois. Et puis comme d'habitude, le support sera posé, puis la vidéo aussi. Donc si vous avez besoin de revisionner certains passages ou relire certains passages, ce sera possible. Merci beaucoup.